expérimentation a été financée par l'AGFIP, donc pour 80 personnes détentrices d'une RQTH, et qui ont été intégrées progressivement au parcours sur 12 sessions d'intégration, mais particularité sur prescription médicale d'un psychiatre qui est bien connu en région Bretagne pour être le spécialiste de ces troubles, qui est le docteur Didier Papétin. Les objectifs visés par ce parcours de réinsertion, c'est le retour à l'activité, si possible professionnelle à plein temps, en milieu ordinaire du travail. Alors on comprend bien là que tout le monde n'est pas fait pour travailler à plein temps en milieu ordinaire du travail, et donc on peut imaginer tout le spectre du dégradé, et si le retour à l'activité professionnelle n'est pas possible, un retour déjà en activité associative, c'est déjà beaucoup. Voilà, une autre mission consistait à favoriser le maintien et le suivi en emploi des personnes. Certaines sont arrivées, avaient un emploi, mais avaient du mal à se maintenir. Voilà, un des objectifs du parcours, c'est également d'améliorer la qualité de vie des personnes. Voilà, et puis, c'est quelque chose qui ne nous était pas demandé au départ, hein, mais on s'est rendu compte que c'était inévitable si on voulait rentrer dans le cadre d'un processus global d'accompagnement des malades, c'était également de prendre en compte les aidants. Alors c'était une expérimentation et nous avons essayé de faire quelque chose de différent en essayant aussi de prendre en compte ce qui ne marche pas dans le système actuel. Je ne vais pas m'y étendre, mais je ne veux pas dire que pour la réinsertion socio-professionnelle des personnes porteuses de troubles bipolaires, le système actuel soit totalement adéquat. Donc on a essayé de décloisonner les pratiques. On se rend compte que finalement en France, on a une superposition de strates et d'organismes qui ont beaucoup de difficultés à se parler. La GFIP nous avait demandé de faire un accompagnement normé sur 25 heures. Nous sommes affranchis de cette norme. Nous pensons que pour réinsérer socio-professionnellement des personnes bipolaires, 25 heures, ça ne rime à rien. Il faut déjà se laisser le temps d'observer la personne évoluer et sur plusieurs cycles, puisque nous savons que c'est une maladie qui a des récurrences cycliques. Voilà, puis donc un dispositif global. Hein, le but était de monter un programme où on peut quasiment tout faire sous le même toit avec le même interlocuteur. Et toujours pareil, essayer d'éviter d'envoyer la personne faire la boule de flipper entre tel et tel et tel et tel organisme, sachant que la connaissance de la pathologie, voilà, en fait, chaque chose nouvelle peut être anxiogène et donc peut être un facteur bloquant. Et donc nous avons fait quelque chose d'un peu original, mais finalement le Clubhouse a été précurseur dans ce domaine. Plutôt que de travailler dans un box que nous aurions loué chez Pôle emploi, nous avons pris un appartement duplex. C'est un T5 de 103 mètres carrés à Brest. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui est convivial et que déjà on n'avait pas de meilleure solution pour inciter les usagers à venir et revenir. Voilà. Donc au total, on en est à plus de 11 000 heures de présence dans cet appartement et on y sert les repas le midi, mais je pense que le Clubhouse fait ça aussi. Voilà, on en est à plus de 3800 repas servis depuis octobre 2014. Alors l'avantage de l'appartement, c'est que c'est un lieu où les usagers peuvent venir pour rompre avec leur isolement. Ils peuvent même y trouver refuge. On a une capacité de couchage pour accueillir particulièrement une mère bipolaire et son fils qui serait en proie à des violences conjugales et qui aurait besoin de se mettre à l'abri le temps qu'on trouve une situation plus pérenne. Voilà. À l'appartement, on respecte un cadre de vie. Et donc, c'est une façon de permettre aux personnes de se resocialiser, de réapprendre les codes sociétaux. Quand j'en vois un qui vient en survêtement pas très propre à l'appartement, je me permets de lui dire que ce n'est pas dans ces conditions-là que je vais pouvoir le présenter à un entretien d'embauche. Voilà. Et puis, l'appartement est également un lieu de travail. Il y a une salle multimédia, ils ont leurs ordinateurs et ils y viennent avec des imprimantes en réseau pour rédiger leur CV, rédiger leur lettre de motivation, et il n'y a pas un seul écrit qui sort de l'appartement sans que je ne l'ai visé. Voilà, donc le programme, je vous en ai parlé, il est conçu pour être mené avec une seule et même personne, un seul et même référent, mais nous avons le psychiatre qui est en appui derrière avec une grande proximité et qui présente aussi l'avantage d'avoir une réaction médicale pour prévenir le cycle des rechutes qui est tout à fait bénéfique. Voilà. Comme il y a une promiscuité à l'appartement, moindre variation d'humeur qui est liée pour telle et telle raison, un événement de vie, une mauvaise observance, hein, on le voit tout de suite, et le psychiatre est averti par SMS dans les 10 minutes qui suivent. Voilà. Alors nous avons essayé de monter un parcours également qui se situe à l'intersection des sphères de l'employabilité, du social et du sanitaire,
Et on essaye de faire l'interface de tout ça, d'être le fil conducteur du parcours, et les Québécois, qui sont quand même largement en avance sur nous, ont légiféré sur la notion d'intervenant pivot. Ben, c'est un peu dans ce cadre-là que nous voulons nous situer. Voilà. Alors ça nous permet d'être en contact avec Pôle emploi, avec la SAMET. La SAMET, c'est le pendant de Cap emploi. Ça dépend du réseau et Prométhée, et ils sont spécialisés dans le reclassement interne à l'entreprise des travailleurs handicapés. Voilà, on a une convention avec l'ADAPT, j'en reparlerai tout à l'heure, et puis également au centre de formation l'AFPA, qui est très utile pour les moins diplômés, sachant que les moins diplômés, c'est très peu de personnes. 49% des 80 usagers dont je suis en train de vous parler sont titulaires d'un diplôme entre Bac+2 et Bac+8. Donc il y a très peu de non-diplômés. Voilà, bon, les relations avec le milieu sanitaire, je vous en ai parlé, notre psychiatre référent, mais également maintenant tous les services psychiatriques de la ville de Brest nous connaissent et nous voient régulièrement, parce que quand nos usagers sont hospitalisés pour une période plus ou moins longue, nous allons leur rendre visite, nous nous occupons de leur linge, nous leur apportons ordinateur, connexion internet, etc., pour qu'il y ait le moins de ruptures possible. Voilà. Pour le social, nous sommes en relation avec les CDAS, CCAS, mais également des assistantes sociales de services plus ou moins sanitaires, celles de la CPAM et de la CARSAT. Alors pardon pour cette diapositive, je ne sais pas comment vous la voyez, pas trop mal finalement. Le pointeur laser, voilà finalement le programme tel qu'il est conçu et synthétisé sous la forme d'un tableau synoptique. Donc la particularité, c'est bien que ça part de la file active des psychiatres hospitaliers ou libéraux de la ville de Brest, mais qui envoient systématiquement leurs patients au docteur Pavetta, qui est le dernier filtre scientifique et qui me donne son feu vert pour démarrer l'accompagnement de ces personnes. Ça suppose qu'il y ait quand même un certain niveau de stabilisation, qu'il y ait un certain niveau de volontariat de la part des personnes, puis ça suppose qu'il n'y ait pas d'erreur diagnostique. 3 phases pour ce parcours. La phase initiale, au cours de laquelle on invite les usagers à venir nous rejoindre à l'appartement et qui commence par une réunion plénière. Et là, on les regarde évoluer en groupe, on les fait réfléchir en groupe, on commence à leur demander de s'exprimer en groupe. Voilà. Et puis, derrière, il y aura très très rapidement, dans les 2 jours qui suivent, un entretien initial qui permet d'étudier la nature de la demande de la personne. Et pour voir où elle en est, c'est assez simple, un entretien d'1h30 à 2 heures permet de la situer sur la pyramide de Maslow et de voir le point de départ du parcours. La deuxième phase, c'est la phase d'élaboration de projet. Bon. Alors, les personnes ne savent pas toujours ce qu'elles veulent faire, mais c'est pas mal dans ce cas-là d'essayer de partir de ce qu'elles ne veulent plus faire. Et avec un certain nombre d'outils, dont des outils informatiques, on en arrive à l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. Dans ce cadre-là, donc toute cette phase-là, si la personne, si l'usager ou l'usagère sont mûrs pour avoir affaire à un autre interlocuteur, c'est une partie du programme qu'on externalise auprès de l'ADAPT sur ce qu'on appelle un parcours de préorientation spécifique. Alors ça a plein d'avantages, ce type de parcours, parce que l'ADAPT a compris que pour s'occuper de personnes handicapées psychiques, il ne fallait pas fonctionner par à-coups. Ce n'est pas possible chez Pôle emploi, par exemple, parce que le portefeuille des conseillers et conseillères en insertion professionnelle est tel qu'ils ne peuvent pas assurer un suivi de proximité et dans la durée. En revanche, le parcours à l'ADAPT, c'est 13 semaines consécutives, avec des stages, avec psychologue, avec conseiller en insertion professionnelle, un médecin sur place également, un informaticien, et donc ils ont compris qu'ils pouvaient se situer dans le prolongement de ce qu'on fait nous. Voilà, la troisième partie, la phase d'appui à la recherche d'emploi, elle est subdivisée en 2 parties. Les parties savoir-faire spécifiques à l'emploi, CV, lettre de motivation, j'en parlais, mais également les parcours pour créer des entreprises, parce qu'il y en a qui sont entrepreneurs malgré tout, puisqu'ils sont créatifs. Bien. Et puis des entretiens conseils et des simulations d'entretien d'embauche. C'est pas le tout d'avoir donné son CV et sa lettre de motivation. Quand on reçoit un coup de téléphone, dire vous êtes attendu pour un entretien d'embauche, on imagine bien le caractère anxiogène de la nouvelle. Et c'est bien de les y préparer. Et on le fait une fois, on fait un débriefing, on refait une deuxième fois si c'est pas bon. Et le tout avec des comptes rendus qui sont envoyés par mail pour qu'ils n'oublient rien, qu'ils aient le temps de retravailler entre 2 séances. Et pour l'instant, ça produit de très très bons effets, les simulations d'entretien d'embauche. Voilà, puis la troisième partie, c'est l'appui sur les savoir-être.
On sait que tout à l'heure, vous marquiez sur le paperboard procrastination. Donc on sait que les personnes porteuses de troubles bipolaires ont des problèmes décisionnels, des problèmes organisationnels, parfois des problèmes de communication, une estime de soi qui est un petit peu en faillite. Bon. Et donc c'est un travail de tous les jours pour réapprendre à s'organiser, à prendre des décisions, à communiquer. Et on va jusque dans la vie de famille pour essayer que les choses ne dérapent pas et les aider à faire des choix qui sont parfois plus rationnels que ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient fait tout seuls. Voilà. Et puis on a quelques exercices de mise en situation au cours desquels on regroupe les usagers et on les fait réfléchir sur un sujet qui est assez long. Il y a un exercice qui dure 7 heures de suite, à caractère humanitaire. Et la dernière fois que ça a été joué à l'appartement, alors que j'ai joué cet exercice dans d'autres circonstances, c'est le meilleur exercice que j'ai jamais joué. Donc voilà, 15, 17 bipolaires entre eux, complémentaires, les uns du niveau de la conception, les autres du niveau de la réalisation et encore du niveau de la mise en œuvre, ont réussi à avoir une parfaite osmose entre eux et me produire un truc qui était vraiment formidable. J'en étais même ému au débriefing. Voilà. Bien évidemment, relais avec Pôle emploi en permanence, parce que par Pôle emploi, on a quand même un certain nombre de leviers pour les mises en formation, pour les financements des formations, pour les aides au permis de conduire, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait également? On accompagne les aidants. Alors ça, c'était moins formalisé dans la mission de départ, mais c'est incontournable, parce que, comme c'était dit tout à l'heure sur une autre intervention, les aidants sont souvent démunis et souvent, c'est ce que je constate moi, plus en souffrance que les aidés eux-mêmes. Et donc, les informer, leur donner du répit, les aider à concilier vie professionnelle et vie d'aidant sont des points qui nous paraissent très très importants, et donc on y travaille tous les jours, et les aidants ont libre accès à l'appartement au même titre que les aidants. On sensibilise également les entreprises et les organismes de formation. Voilà, quand on a un usager qui retrouve du travail ou qui est en difficulté dans son travail, on lui demande s'il est d'accord, parce qu'il ne le veut pas toujours peur de la stigmatisation, on lui demande s'il est d'accord pour qu'on rencontre son employeur pour le sensibiliser. Et souvent, il y en a qui sont d'accord, qui n'ont pas peur de faire valoir leur RQTH et dire pourquoi ils ont leur RQTH. Il y en a d'autres qui ne le veulent absolument pas. N'empêche qu'un entrepreneur, un employeur averti, en vaut deux, et ça permet même, au-delà des clés de lecture qu'on peut leur donner même quelques conseils managériaux, parce qu'il est évident que si on a affaire à un entrepreneur qui se comporte comme un rouleau compresseur avec mon usager, normalement l'affaire ne devrait pas durer très longtemps. Donc, essayer même de les inciter à avoir un style de management adapté à la personne qui est hyper réactive sur un plan émotionnel et qui est en face d'eux. Voilà, puis on sensibilise les institutions également. Toujours sur la pathologie, il ne faut pas croire que les personnes à la CPAM savent dans le détail ce que sont les troubles bipolaires. Donc ça leur fait du bien de temps en temps d'en entendre parler dans le détail. Et puis, on parlait des problèmes d'argent tout à l'heure, les hôpitaux qui font toujours plus avec moins. Nous, c'est un peu pareil. Et donc, c'est bien de dire aux institutions de temps en temps qu'on leur fait faire des économies par certaines initiatives. Et, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dire à la CPAM que l'action que nous menons, c'est finalement moins de nombre de jours d'indemnité journalière qu'ils ont à payer et moins de pension d'invalidité? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas expliquer à la CAF, et donc au conseil départemental, que finalement l'action que nous menons, c'est moins de RSA et moins d'AH? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas expliquer à l'ARS que finalement l'action que nous menons, de ce que nous en savons actuellement, casse par 2 le nombre de jours d'hospitalisation? On a fait une étude sur les nombres de jours d'hospitalisation cumulés sur les 5 années avant l'intégration au parcours, et puis ramenés annuellement, on en était à 11,28 jours d'hospitalisation par usager. On en est à 5 maintenant. Bon, donc je ne peux pas m'empêcher de vous mettre sous les yeux le bilan provisoire des 59 personnes intégrées sur les 80 qui sont considérées sorties de parcours. Donc, je vous le répète, sorties de parcours, ça ne veut pas dire que c'est strictement administratif pour la GFIP, ça ne veut pas dire qu'on les lâche, ces personnes-là. Elles reviennent à l'appartement quand elles veulent, et elles continuent à venir d'ailleurs, pour des raisons qui sont assez simples. Bon. Voilà, donc on a un taux de 52% de retour à l'activité. 52%. Voilà, donc quand même pas mal de personnes nous demandent comment on fait. Comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, donc c'est en raison de la réussite de cette expérimentation que nous nous sommes rapprochés de l'œuvre Falleret et que nous nous attachons très dur
à dupliquer cette expérience brestoise en Île-de-France, et ce sera à Saint-Ouen. Pour les délais, vous savez, la gestation de projet, quelque chose qui peut être très très long, et a priori janvier. Voilà. Merci. Merci Philippe. On posera les questions globalement à la fin de cette séquence.